Bonjour à tous, je suis heureux d'accueillir Marie et Yann sur ma chaîne. Marie et Yann ont courageusement dénoncé les agissements du Collège central qui a exercé une terrible pression sur les témoins de Jéhovah du monde entier pour qu'ils se fassent vacciner contre le Covid-19. Découvrons ensemble leur histoire et leurs sentiments face à ce drame planétaire. Marie et Yann, soyez les bienvenus. Merci. Salut, merci. Alors, Marie, c'est ta première apparition sur YouTube et je te remercie beaucoup d'avoir osé témoigner, car nous savons que tous que c'est difficile. La plupart d'entre nous préférons rester dans notre coin anonyme, mais parfois il y a des événements qui nous font sortir de nos habitudes. Alors, peux-tu nous dire comment tu en es venu à te faire baptiser témoin de Jéhovah? Oui, bien sûr. Donc, mes parents, j'avais 6 ans quand mes parents ont commencé à étudier la Bible. Ils se sont fait baptiser, j'avais 8 ans. Donc, j'ai été, on peut dire, éduquée chez les témoins de Jéhovah. À 14 ans, j'ai décidé de me faire baptiser parce que je pensais vraiment que c'est ce que Jéhovah voulait. Et j'avais remarqué l'amour dans l'assemblée dans laquelle j'ai grandi. C'était vraiment quelque chose à laquelle j'étais attachée. Donc, j'étais pas spécialement convaincue par les doctrines, mais comme j'avais vraiment accepté cet amour chrétien, je me disais que de toute façon, vu que l'amour était là, c'est que ce qu'il disait, c'était vrai. Donc, j'ai plutôt accepté les doctrines, mais sans en être convaincue. Tu t'es fait baptiser, à quel âge? 14 ans. Alors toi, Yann, on te connaît un peu plus, hein, sur ta chaîne YouTube et on te connaît pour ton implication, hein, entre autres, dans l'excommunication du Collège central. Alors est-ce que tu peux nous dire aussi, comment tu en es venu à, devenir témoin de Jéhovah? Mes parents ont connu les témoins de Jéhovah en porte-à-porte, juste avant que je naisse, en fait. Ce qui fait qu'ils se sont fait baptiser, je crois que je vais avoir 1 an. Donc, j'ai grandi dans un foyer de témoins de Jéhovah, hein, depuis ma plus petite enfance. Donc, je connais tous les mécanismes officiels et officieux depuis petit. Mais bon, j'ai grandi en étant un enfant obéissant, on va dire, hein, réfléchi, sage, mais sensible. Quand j'étais petit, on disait ah, Yann, il est sensible. Effectivement, et en fait, cette sensibilité, c'est peut-être quelque chose qui me sauve aujourd'hui. Et donc, je me suis fait baptiser à quel âge? Je crois que même avant de me faire baptiser, je me rappelle, à 8 ans, je faisais des sujets à l'école du ministère théocratique. Ouais, à 8 ans, je pense. Et j'ai appris à lire rapidement, en fait. Ma mère, avant que je sois scolarisé, m'avait déjà appris à lire. Donc, Oui. ça a favorisé chez moi l'envie d'apprendre. J'ai toujours eu soif d'apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà. Et puis, je me suis fait baptiser à 17 ans. Alors, j'ai traîné un peu, entre guillemets, parce que finalement, au niveau intellectuel, certainement, il y a des choses où j'arrivais pas à trouver le fondement solide des choses. Je voyais qu'il y avait encore des zones de sable, des zones qui n'étaient pas très solides. Mais finalement, je me suis quand même fait baptiser. Je me suis dit, bon, peut-être que ces zones un peu floues, on va dire, avec le temps, il y aura moyen de trouver ça. Je ne vais pas me D'accord. formaliser, donc je me fais baptiser à 17 ans. Et puis OK. après, très rapidement, j'ai été investi dans différents projets. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé ou est-ce que c'est vraiment une décision personnelle? Alors, ça a été une décision quand même personnelle. Ça a été une décision personnelle. Ma mère n'a fait aucune pression sur moi. Mon père davantage quand même, faut reconnaître. Mais bon, j'ai quand même décidé, sachant qu'il y avait toujours une zone où il y avait un flou. Voilà. Mais c'était quand même personnel. D'accord. Et toi, Marie, donc, toi, tu t'es fait baptiser à 14 ans, c'est quand même assez jeune. Tu t'as dit que tu étais pas trop convaincue, donc, c'est quoi? Tu as été poussée ou qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision à 14 ans? Non, j'ai pas été poussée, hein, parce que j'ai été voir les anciens sans que mes parents soient au courant pour me faire baptiser. Bon, après, bien sûr, ils ont été au courant, mais c'était vraiment quelque chose de personnel. Je le faisais vraiment pour Jéhovah.
Mais c'est vrai que même pendant les questions de baptême, le frère, il m'avait dit, hein, bon, est-ce que il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Et je me rappelle, il lui avait dit, bah écoute, les 144 000, j'y arrive pas, je comprends toujours pas. Donc il J'arrive pas à m'avait compter jusqu'à réexpliqué. 144 000. Voilà, c'est ça. Enfin, j'arrive surtout pas à compter qu'ils vont tous au ciel, D'accord. que eux, en fait. Mais bon, du coup, le frère m'a réexpliqué et puis il m'a dit, est-ce que c'est plus clair? Alors, bah, j'avais déjà compris le raisonnement. C'est pas que je le comprenais pas, c'est juste que je voyais pas sur quoi c'était fondé. D'accord. Donc bon, quand il m'a demandé si c'était plus clair, j'ai dit oui, c'est clair. Mais à l'intérieur, je savais que même si le raisonnement était clair, je voyais, enfin, les versets qu'on me prenait pour essayer de me convaincre, je les trouvais pas si explicites que ça. D'accord. Est-ce que tu vivais dans une congrégation où il y avait un groupe de jeunes qui était un peu une émulation? Voilà, est-ce que ça aussi, ça a joué? Est-ce que tu as des frères et sœurs aussi qui ont pu, peut-être te donner un exemple ou? Alors, les jeunes se sont tous fait baptiser juste après moi, mais ils ont tous été rapidement excommuniés. Donc, ça n'a pas forcément été moteur. Après, c'était une assemblée très internationale, c'est dans la banlieue parisienne. Donc, il y avait vraiment des frères et sœurs de partout. Et c'est vraiment ça que j'apprécie beaucoup. C'est ça qui m'a beaucoup motivée. Vraiment des frères et sœurs d'Afrique, d'Asie, du Maghreb, beaucoup d'Antillais. Donc, il y avait vraiment une bonne ambiance. Ma petite sœur, elle a arrêté de venir aux réunions quand elle avait 15 ans. Donc, non, elle n'a pas spécialement été, en tout cas pour ça, un modèle. Mais elle a très tôt décidé de ne pas suivre. Mais par contre, j'avais pas mal de tantes, entre guillemets, d'adultes qui pouvaient être l'âge de mes tantes, en fait, avec qui je m'entendais très, très bien et qui m'amenaient en prédication, même quand j'étais mineure. Donc, je passais vraiment C'était elles, mes amies, elles avaient 10, 20 ans de plus que moi. Mais oui, elles m'ont vraiment stimulée parce qu'elles étaient de bons conseils, elles étaient fun et en même temps, voilà, on s'entendait très bien. Donc oui, effectivement, je me suis très bien sentie dans cette assemblée. Et c'est sûr que ça a aussi motivé pourquoi je me suis fait baptiser. D'accord, très bien. Et alors donc bonne ambiance, tout ça. Est-ce que tu aimais, la prédication? Est-ce que tu aimais prêcher? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, Très bien, vraiment pas. J'aime pas parler en public, donc non, pas du tout. d'accord. Et après, c'est vrai que pendant l'adolescence, après, à l'école, j'étais pas toujours très exemplaire. Donc, j'avais un petit peu la culpabilité devant Jéhovah de tomber sur eux en prédication. Oui, c'est sûr. Donc, si c'est quelqu'un que je connaissais, enfin, un nom qui pouvait être quelqu'un que je connaissais, je le faisais sans mentionner, hein, ça, c'est sûr. OK, d'accord. Et toi, Yann, pour ce qui était de quand tu étais adolescent, donc vers 17 ans, tout ça, tu aimais la prédication ou alors tu te cachais ou alors ça t'embêtait? Euh, j'ai toujours aimé la prédication. J'ai toujours aimé la prédication, même s'il y a quand même toujours un petit stress. C'est sûr que si tu vois des camarades, tout ça, c'est pas forcément commode, mais j'en ai rencontré quelques-uns. Et au final, je me disais, bah ça va, ça passe quoi. Mais j'aimais la prédication, en fait. J'aime le fait de confronter les idées, en fait. Ça, je trouve ça intéressant depuis toujours. Et d'ailleurs, à 17 ans, je crois que ouais, 16-17 ans, quand je faisais les cours de philosophie, même si j'ai fait une filière technique, on a fait quand même un peu de philosophie. Et dans la classe, j'étais quasiment le seul à tenir les conversations avec le prof. Et du coup, mes camarades, ils s'étonnaient. Donc, ça suscitait beaucoup de questions après à la récré, enfin voilà, dans nos relations les uns avec les autres. Et du coup, j'ai rendu témoignage au lycée de nombreuses fois, de nombreuses fois. D'accord, Donc non, très la bien. prédication, Ouais, ça, c'était bon. Et mon père était tu très bien. ailé. Il est toujours très ailé. Mmh. Donc voilà, donc ça n'était pas trop un problème.
Très bien. Alors du coup, on parle de l'adolescence. On peut parler des études, hein, puisque donc, chez les témoins de Jéhovah, les études supérieures, c'est pas encouragé. Ça n'a jamais été, je crois, et pas encore maintenant. Donc, vous, comment vous êtes, positionnée, à ce niveau-là, Marie? Alors c'est vrai que je suis partie avec l'idée, c'était clair pour moi qu'il fallait une formation courte, puisque c'est ce que l'organisation disait, c'est ce que Jéhovah voulait. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout remis ça, en cause. Mais l'air de rien, j'ai pas vraiment trouvé une formation courte parce que, il y avait aussi la condition pour moi, je devais absolument faire un travail qui me plaise. Ça, c'était vraiment quelque chose que je m'étais trop ennuyée dans mes études, donc le travail et la formation que j'allais choisir pour le travail, il fallait que ça me plaise. Donc finalement, la formation que j'ai trouvée m'a fait faire 4 ans après le bac. C'est pas trop long, mais c'est pas non plus trop court. Et j'ai eu aucune pression. Mes parents, ils m'ont laissé faire totalement ce que j'avais décidé à ce niveau-là. J'ai peut-être pas laissé le choix non plus, je sais pas. Mais ils m'ont vraiment pas dit que c'était trop long ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'étais partie dans ma tête du début, formation courte. J'ai jamais envisagé la formation longue parce que j'étais baignée dans l'idée qu'il faut une formation courte. Très bien. Et toi, Yann? Au niveau études, j'ai fait un BTS électrotechnique. Bac Avant plus ça, 2. j'étais parti sur le. Au départ, j'avais fait un BEP. Et après, je suis revenu sur bac STI et Alors BTS. pourquoi tu t'es orienté vers un BEP? En fait, parce que je ne savais pas vraiment quoi faire, à vrai dire. Oui, Et j'ai fait un petit peu comme mon frère au début. Et au même moment, vu que l'organisation motivait beaucoup à avoir un métier, je me suis dit, ben voilà, l'électricité, c'est un métier du bâtiment, ça me paraît un peu plus abstrait. Autant apprendre ce qui est abstrait, ce qui est plus concret, je peux l'apprendre par moi-même à côté. Et donc, je suis parti dans l'électricité avec l'objectif aussi, bien sûr, de devenir qualifié pour utiliser mes qualifications dans les constructions de salles du royaume et de salles d'assemblée. oui. Donc, ça m'a orienté de ce côté-là. Et après, jusqu'au bac, et j'ai fait un BTS. Mais je l'ai fait en alternance. Donc, ce qui fait qu'au final, ce n'était pas vraiment des études longues parce que tu Oui. travailles, donc tu Mmh. t'assumes déjà. Voilà. Donc, ça justifiait, entre guillemets, pour rester dans les clous de ce que demandait l'organisation. Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, vous regrettez pas, quoi, les études que vous avez fait, que vous avez pas fait? Alors, et moi, je me suis positionné à ce moment-là. Je me suis dit, bah ouais, je veux faire les constructions internationales. Et donc, en suivant mon cursus voilà, scolaire, j'étais bon, quoi. En électrotech, il y a du besoin en électricité. Mmh. Donc, je me suis arrêté au BTS. Et au BTS, à la fin de l'année, il y avait la construction de la salle d'assemblée de Dreux. Enfin, du moins, il y avait une rénovation à la salle d'assemblée de Vienne, partielle, à laquelle je participais quand je pouvais. Et j'ai été au courant du prochain projet. Et je me suis dit, bah, je vais terminer mes études, donc c'est l'occasion de continuer, de faire directement une construction, puisque c'est l'objectif que j'avais. Mais dans l'entreprise dans laquelle j'étais, une grande entreprise, le groupe SNEF, il y a, je crois, 5000 salariés à l'époque, ils m'ont demandé est-ce que tu veux faire le diplôme d'ingénieur en alternance? Nous, tu as ta place, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai dit à mon maître, c'est pas un maître de stage, je ne sais plus comment on dit, maître de contrat d'apprentissage dans la boîte, il m'a dit, je lui ai expliqué qu'est-ce que j'allais faire. Il m'a dit, mais tu devrais quand même garder un petit quelque chose à côté, au cas où, quoi, dans la vie, on ne sait jamais. Parce qu'il voyait que je me lançais tête baissée dans ces objectifs-là, quoi. Et je repense toujours à lui jusqu'à aujourd'hui. Son conseil était sage. Donc voilà, Alors j'avais le diplôme d'ingénieur qui aurait été possible. J'avais le oui, niveau pour continuer. Donc il y a eu oui, quand même ce questionnement-là. Et aujourd'hui, je d'accord, donc me pose la question, est-ce que je relance quelque chose là-dessus? d'ac oui, donc en fait, c'est ton maître enfin, ton maître d'apprentissage là, Oui. qui te conseillait de faire ingénieur, c'est ça? Alors, il y avait lui et d'autres Et dans tu l'entreprise aussi qui me connaissaient. Mais lui, Oui, il m'a qui s'est conseillé en me renseigné? disant,
quand je lui ai dit que je ne resterais pas dans l'entreprise et que j'allais participer en tant que bénévole, Oui, d'accord. voilà, il s'est dit, mais sois prudent, quoi. D'accord, voilà. Pense à Donc garder quand même ouais, un lien avec le monde du travail. OK. Donc du coup, toi, tu as arrêté, tu as pas fait cette opportunité que tu pouvais avoir, de poursuivre et être ingénieur et donc maintenant, bon, tu regrettes un peu, quoi? Ouais, mais maintenant, je suis que ingénieux. Donc Voilà, oui, bon. il y a un petit regret, mais bon, après, Ouais, rien n'est ouais, joué. d'accord, voilà, OK. Donc bon, c'est intéressant parce que bon, voilà, vous avez su on voit bien que vous avez subi donc l'empreinte quand même, Collège central, Témoin de Jéhovah pour pas faire trop d'études. Mais bon, vous avez pas non plus été traumatisés, par ça. Il y avait pas trop de pression, Non, hein. non, pas du tout. Alors maintenant, on aimerait bien savoir comment vous vous êtes rencontrés et comment vous À êtes, la mariés. Allez discothèque, Marie. à la discothèque. Ça, c'est pour la version payante. On était tous les 2 baptisés, mais on s'est rencontrés dans une discothèque Ah oui? à Dreux. Non, tu rigoles? Et Yann, il va expliquer Si, pourquoi, mais si. 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 En fait, on s'est rencontrés. C'est vraiment, si tu veux, la salle d'assemblée de Dreux. Il y avait un bâtiment au départ et ça a été un agrandissement ou une extension. Je ne sais plus comment c'était passé au niveau du permis de construire, comme une extension. Parce que l'ancien bâtiment, c'était un night club. Et OK. d'ailleurs, il y a des photos, alors je n'ai pas les photos, mais je sais qu'ils avaient gardé des photos où il était écrit sur une façade night club et un de ces murs où c'était écrit, il était conservé pour faire l'extension. Donc, effectivement, on s'est rencontrés sur le site de cet ancien night club. Donc, c'était une D'accord. discothèque. Bon, c'était fermé à l'époque. Bon. Yann, il s'était rendu disponible, comme il a expliqué, après ses études pour une longue période. Donc, il a carrément déménagé pas loin du chantier. Et nous, je faisais partie de l'assemblée qui était autour de la salle. Donc, on était invités plusieurs week-ends par mois. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. OK, donc toi, tu participes aux constructions, Marie, c'est ça? Oui. Très, très, très fortement influencée par une copine. OK, bah oui, parce que les constructions, c'est là où on pouvait faire des rencontres. C'est ce qu'elle m'a Non? dit en plus. C'est vrai? C'était ça, hein? Ouais, c'est vrai parce que, en fait, moi, j'étais pas hyper motivée parce que j'ai pas des parents bricoleurs, même si j'aime bricoler. Et j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le bricolage ou la construction. Donc, quand elle m'a dit viens, tu devrais t'inscrire et tout, en plus, je t'amène parce qu'elle a 10 ans de plus. Elle a 10 ans de plus que moi. Alors là, je lui dis bon, écoute, je vois vraiment pas comment je vais être utile dans cette forme de service. Et elle me dit mais si, ils vont t'apprendre tout ça. Ah bon, elle me dit en plus, il y a une équipe de jeunes, De frères. de frères, ouais. Et finalement, je lui ai dit oui, mais j'étais pas hyper motivée. Et en fait, au bout du deuxième dimanche, ouais, c'était vraiment sympa. Il y avait vraiment Donc une vous bonne êtes ambiance en fait sur ce chantier. ouais, vous êtes donc rencontrés sur un chantier de construction Mm, de la salle d'assemblée de Dreux. mm. Ouais, et donc, si tu veux, moi, je suis resté 13 mois exactement. Voilà, un peu plus d'1 an. 13 mois. Donc, j'étais logé là-bas sur place, un coup dans une caravane, un coup dans un dortoir, un coup Ils avaient fait des espèces de box à Saint-Rémy-sur-Avre, pour ceux qui se rappelleraient de ces dossiers-là. Bref, donc voilà, on était un petit peu... Bon, ça va, on était des jeunes célibataires, donc on ne se formalisait pas. Et sur le chantier, vu qu'il y avait beaucoup de congrégations qui étaient invitées à tour de rôle les week-ends, on connaissait énormément de monde. On a fait beaucoup de connaissances. Et les sœurs qui venaient, on avait une table de ping-pong un peu pour se détendre. Et on jouait à taper la balle, tourner, et quand tu loupes la balle, tu sors, quoi. Et on s'amusait aux sœurs qui jouaient avec nous, leur faire des sales coups, des mauvaises balles, juste pour observer comment elles réagiraient. Et du coup, on avait fait un jeu, un espèce de classement. Ah, elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça, mauvais caractère. Ah Donc, oui, c'était notre d'accord. manière de les tester. C'était rigolo. Et j'ai OK passé et le test. d'accord et donc tu as passé le test, Marie? OK, Je l'ai réussi. super. Voilà, c'était un peu l'ambiance, ouais.
OK, OK. Donc vous êtes mariés, vous avez quel âge? 23, tous les 2. Tous les 2? Vous avez le même âge tous les Mmh. 2? C'est 3 ça. semaines de différence. Ah ouais, d'accord. OK, super. Donc Donc à 23 ans, ouais, vous, 23, vous donc avez décidé de vous en marier. OK, 2006, on s'est mariés. OK. C'était quoi votre idée? Vous, vouliez vous investir ou fonder une famille? Qu'est-ce qui vous a motivé et est-ce que vous avez fait des sacrifices? Voilà. Marie peut-être, d'abord? Bah, ouais, moi, en fait, ce que je voulais, c'était servir à l'étranger. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Être missionnaire, j'aimais pas la prédication, mais je voulais être missionnaire. Vous voulez voyager, quoi? Ouais, voilà. C'est En ça. fait, j'avais vraiment besoin de voir la vérité dans les autres pays, voir comment elle était vécue, vérifier que c'était bien international, que c'était bien. En fait, je pense qu'il y avait une part de vérification aussi. Et quand j'ai rencontré Yann, lui, il m'a parlé des constructions internationales. Donc au début, je ne voyais pas ce que c'était. Et finalement, à partir du moment où c'était international, moi j'ai dit, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on va voir comment est vécue la vérité, entre guillemets, à l'étranger. Et ça a été tout de suite, on a été tout de suite d'accord pour s'investir à fond et ne pas fonder de famille dans l'immédiat. Ça, c'était d'un commun accord. OK. Quand on s'est mariés, on s'est dit, bon, on reste tranquille pendant 2 ans, voilà, histoire d'avoir une certaine stabilité. Parce que j'avais Mmh. observé que certains on est beaucoup transbahutés dans les constructions. C'est mouvementé, la précarité, il faut être solide quand même. Et j'avais observé ça déjà depuis longtemps parce que je m'occupais des constructions. Donc je me suis dit, ben, pendant 2 ans, on ne bouge pas. Donc on a été pionnier à Lyon, centre, pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 années, le comité de construction régional Rhône-Alpes 1, auquel je faisais partie, nous a remis voilà, la main dessus et ils nous ont ils nous ont recommandé pour aller construire la salle du royaume à Saint-Martin, sur l'île de Saint-Martin aux Antilles, l'île qui est partagée entre la Hollande et la France. Et du coup, on a été sélectionné, on a fait tout le projet. Et c'était génial, vraiment un super projet, même si on travaillait 6 jours sur 7, c'était génial. On a fait connaissance avec du monde là-bas, on a pu visiter l'île de Saint-Barthélemy, on a été invité à Haïti, on est allé une dizaine de jours à Haïti, accompagné des pionniers spéciaux. Donc on a fait de belles expériences de vie à l'international grâce à ça. Après, on est revenu en France. Très rapidement, il y a eu des travaux au Bethel. On est resté 3 semaines. Après, il y a eu la salle du royaume de l'île-Centre. On est allé, je crois, encore 3 semaines ou un mois. C'était en équipe, une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Entre-temps, on essayait de travailler, on bricolait comme on pouvait. Voilà. Vous viviez de quoi alors? Comment vous faisiez pour manger? L'amour des eaux fraîches. Voilà, pour faire court. Mais voilà, des missions intérim par-ci, par-là. Ouais. Et En fait, on a aussi déménagé dans la ville de Saint-Étienne c'est ça. parce que les logements étaient vraiment moins chers. Donc, on a déménagé exprès pour les constructions. Oui, quand on a quitté Lyon, en fait, le loyer était cher. Donc, on s'est dit, bah, si on n'a pas de loyer à payer, on peut payer le billet d'avion pour aller aux Antilles, parce qu'il fallait payer le transport pour aller là-bas. Ah Donc, oui, c'est c'était bénévole, vous mais bénévole jusqu'au oui, c'était bénévole engagé. et en plus vous payiez le trajet. Engagé, ouais. Et bref, voilà, donc on s'est dit, on fait l'économie du prix du loyer et ça nous paye le billet d'avion, quoi. Et après, en rentrant, Marie avait trouvé un travail à Firminy, dans la région stéphanoise. Et les loyers étaient moins chers. On a trouvé la rue la moins chère. Quand on est arrivé dans l'assemblée, on dit, ah, mais vous avez trouvé un appartement dans la rue des pionniers. Donc, Ah il nous oui, d'accord. raconte qu'il y avait d'autres pionniers qui étaient là, pareil. Les vieux apports. Donc voilà, la vie de pauvre, quoi. Grosso modo, c'est ça, hein, mais il disait pionnier. Et après, on a fait la demande de serviteur international. Et là, oui, c'est comme missionnaire, effectivement. D'accord. Donc du coup, vous avez été, donc aux Antilles, vous avez été en France dans différents chantiers. Ensuite, vous êtes partis vers, l'Afrique, il me semble, non? On a fait la Moldavie en Europe de l'Est en tant que volontaire.
le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et ensuite, quand on est passé serviteur, on a fait l'Arménie, le Burundi et la Côte d'Ivoire une deuxième fois. Pendant En 6 tant que ans. volontaire, en fait, c'est des missions de 3 à 6 mois parce que c'est à notre charge quand même. Donc, il faut garder un appartement dans ton pays d'origine, il y a les assurances qui courent, etc. Donc, c'est de 3 à 6 mois en tant que volontaire. Et après, donc c'est pour ça qu'on change souvent en fait. En D'accord. général, on faisait 2 missions de 3 mois dans l'année. Et après, pour serviteur, la construction, c'est toujours des projets. Et en général, les projets, c'est entre 1 et 2 ans. Donc, c'est très courant. Les serviteurs internationaux changent beaucoup de pays. D'accord, très bien. OK, donc très bien et donc vous avez fait le sacrifice de ne pas avoir d'enfant ou c'est quelque chose, et comment vous pouvez le dire maintenant? Est-ce que c'est quelque chose, qui a été un petit peu, poussé par, l'organisation ou? On n'aurait pas eu d'enfants rapidement je pense que le désir du voyage et de découvrir les cultures était vraiment là, organisation ou pas. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'après, ce qui nous a quand même vraiment motivés dans ce choix de départ de pas avoir d'enfants, c'est, l'urgence des temps, le fait qu'une vie meilleure, va arriver bientôt et l'urgence d'aller, aider les gens à connaître Jéhovah. Donc Mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sur lesquelles on a basé cette décision, on les voit un peu différemment. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mm. Mmh. Mais on a pu vivre de l'intérieur du Bethel l'annonce d'une future naissance et ça nous a quand même choqué la réaction Mmh. des Béthélites. Pourtant, j'ai envie de dire pourtant africains. Et on sait qu'en Mmh. Ouais. Afrique, ils ont des très grandes familles avec Ouais. nombreux enfants. On était au Mmh. Burundi à ce moment-là. Il y a un couple de serviteurs internationaux aussi. Euh, ils ont fait le tour un peu des chambres des Béthélites pour leur annoncer que la sœur allait tomber enceinte, quoi. Ouais. Et donc, ils ont fait le tour et puis ils arrivent dans notre chambre et ils nous parlent de ça. Donc on les accueille et nous on est contents, quoi. On accueille la nouvelle comme toute naissance devrait être accueillie. Et Mmh. c'est une bonne nouvelle, une naissance, une future naissance. Et il me dit ça fait plaisir parce que et on n'a pas eu ce genre de réaction. Et en fait, ils avaient eu que des réactions négatives en fait. Et oui. Et on s'est dit mais il y a vraiment un problème, quoi. Même si on avait fait vraiment le choix de pas en avoir volontairement, si on avait toujours gardé une porte, et bah, s'il arrive, on l'accueillera, comme une bonne nouvelle. Voilà, Donc non parce que non, non. c'est vrai que dans les Bethel quand tu as des couples comme ça qui servent et qui ont un bébé, bon, bah, ils savent qu'ils sont virés, quoi. Bah, dans la dernière assemblée dans laquelle on était, une sœur m'a expliqué, quand son fils et son épouse ont décidé de quitter le Bethel parce que, elle voulait trop un enfant, en fait. Elle arrivait plus à elle avait besoin d'en avoir donc son fils a décidé, sans problème de quitter le Bethel parce que pour lui avoir une famille, c'était normal. Ils ont été très critiqués, très, très critiqués par les Mmh. membres du Bethel, Voilà. Maintenant, Voilà. la réadaptation, quand on sort du Bethel, elle devient difficile après qu'on a fait, on dira, alors Bethel, je dirais service spécial, mais particulièrement Bethel. Après 5 ans et plus, ça commence à devenir difficile de se réinsérer. Ouais. Et ceux qui ont passé 15, 20 ans, Mmh. c'est encore plus Mmh. difficile. Ouais. Parce que donc moi j'ai croisé, ben, c'était en 2019, hein, des témoins de Jéhovah qui étaient au Bethel de France et tous les soirs, ils se disaient: «Demain, qui c'est qu'ils vont annoncer pour Mm. partir?» Oui. et ils avaient, le stress total et Mm. après ils étaient virés et ils se retrouvaient donc, comme pionniers permanents, donc à devoir travailler et à prêcher et bah, je me rappelle qu'ils osaient pas trop critiquer mais je m'en je l'avais compris quoi, j'avais compris que c'était vraiment extrêmement dur, comme dans une société, on va dire américaine où on voit dans les films du jour au lendemain, paf, tu es viré. C'est C'était ça quoi, difficile. c'était la méthode du Bethel quoi. Mm. Donc vous, est-ce que vous pouvez, me raconter, un petit fait que vous avez vraiment, aimé dans votre, service missionnaire et peut-être un autre que vous avez moins aimé ou qui vous a fait souffrir? Marie?
Bah ouais, c'est un frère qui travaillait pour le Bethel au Burundi. Donc, voilà, il venait à pied il habite pas très loin, mais comme là-bas, c'est quand même très pauvre et qu'il y a peu de moyens de locomotion, il venait à pied. Ça lui prenait 1 heure et demie ou 2 heures. Donc, il se levait vraiment très tôt pour venir. Et on avait passé, voilà, on a travaillé ensemble, on a passé des bons moments. Et déjà, on était quand même touchés par les efforts qu'il faisait parce que c'était quand même. On se demandait si on ferait autant d'efforts que lui. Et quand on a eu une nouvelle affectation, qu'on a dû quitter le Burundi, ce frère est descendu de sa montagne avec un poulet et il nous l'a offert. Un poulet vivant. Ah oui. Pour moi qui ai grandi à Paris, je savais pas quoi en faire. Mmh. Mais on a été, les frères là-bas du Bethel m'ont aidé sans problème. Ils l'ont découpé pour nous. Mais vraiment touchée par la gratitude de ce frère, en fait. Il a voulu nous montrer sa reconnaissance et même après, il est descendu encore une fois de sa montagne pour nous amener à l'aéroport, pour venir avec ceux qui nous ont amenés à l'aéroport. Et on a vraiment senti qu'il n'y avait rien d'intéressé. C'était simplement, il était tellement content qu'on soit venu dans son pays et il savait qu'on se reverrait peut-être pas, donc il a fait les efforts qu'il pouvait pour nous dire merci. Et c'était vraiment quelque chose qui venait de son cœur. C'est quelque chose que j'oublierai jamais parce qu'il nous a appris une belle leçon de gratitude aussi. Ouais, d'accord. Très bien. Et toi, Yann? Alors c'est vrai que cette histoire elle est très forte, mais il y en a peut-être une autre qui touche un petit peu plus le travail, on va dire, en collaboration les uns avec les autres et surtout d'une manière multiraciale. Au Burundi aussi, encore une fois, il y avait on s'occupait de la maintenance des bâtiments, mais aussi des véhicules. Il y avait une petite dizaine de véhicules. Et il y avait un véhicule qui avait été acheté par l'organisation, genre 4x4 Land Cruiser pick-up. Mmh. Il y en a beaucoup en Afrique. Et c'est très robuste, c'est très bien, mais au bout de, je crois, 10 ou 15 000 km, il y a eu un accident très, très fort. Et le châssis était tordu, donc les roues avant ne passaient pas où passent les roues arrière. Donc j'ai dit, ce véhicule, il est dangereux en fait. Si on met un coup de volant un peu sec, on peut très facilement se retourner. Voilà, la sécurité, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc le comité dit, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut acheter, voilà, je dis, il faut trouver un châssis du même type de véhicule. On dépiote complètement le véhicule et on le rebâtit sur ce châssis-là. Donc c'est quand même un travail un peu voilà, quand même sérieux. Et personne n'avait jamais fait ça au Bethel. Moi-même, je l'avais jamais fait. Et finalement, la décision est prise, ok, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'autre solution, hein, parce que sinon le véhicule était foutu. Un véhicule qui coûte à importer, ça devait coûter dans les 50 000 $, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Donc il y avait quand même de l'argent en jeu. Ok, on trouve un châssis à 4 ou 5 000 $, et puis hop, on s'embarque là-dedans. Et donc on lance ce projet. Il y avait un mécanicien quand même, hein, et on avait du matériel. Et on attaque ce projet-là, et puis à un moment, il était complètement dépioté, le 4x4. Il y a un frère du comité de la filiale qui me dit mais vous allez arriver à le remonter, parce qu'il y en avait vraiment de partout, impressionnant. Et je lui dis si, rassure-toi, les frères quand même, ils savent aussi ce qu'ils font. Et on se documentait aussi, hein. Mais j'avais une formation en Afrique du Sud. Je devais aller en Afrique du Sud et je ne pouvais pas terminer avec eux cette partie, la fin du projet. Du coup, je m'en vais en Afrique du Sud. Les frères continuent à avancer là-dessus. Et ils étaient tout contents de m'envoyer une vidéo quelques jours après, alors que je me trouvais encore en Afrique du Sud, en montrant, regarde Yann, le véhicule démarre. Et ils prennent une vidéo en faisant démarrer le véhicule et regarde, tout est remonté, tout ça. Ils étaient fiers d'eux et fiers de me montrer qu'on a réussi à faire quelque chose ensemble. Et ça a été un moment vraiment très fort pour moi, de voir la collaboration internationale, multiethnique. Et ça, c'est vraiment beau. Et ça, pour moi, c'est ce genre de choses que signifie le christianisme. La collaboration, le respect, l'amour et la bonne humeur aussi. D'accord. Donc vous êtes revenu en France. Donc c'est là qu'on arrive en 2020. Donc bon, Yann, on t'a entendu parler un petit peu de ça et toi, Marie,
comment, s'est passée pour toi l'année 2020? Donc je rappelle 2020, c'était, le virus, très, très, très méchant qui, a attaqué la planète entière, qui a tué tout le monde du Covid-19 et après le deuxième temps, c'est 2021 avec la vaccination pour sauver tous ceux qui étaient morts. Donc comment tu avais vécu ça alors? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, on venait de rentrer, donc en fait, on était déjà perturbés nous-mêmes par le retour, parce que le retour a été, on a su qu'on retournait pas en Côte d'Ivoire quand on était ici, en France. Donc ça a été un peu, on n'a pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Enfin, ça a été compliqué le retour. Donc quand ça arrivait, moi j'ai pas pris spécialement la mesure du problème. C'est juste un peu le choc parce que du jour au lendemain, à cause du confinement, on pouvait plus voir les frères et sœurs. Mais bon, voilà, c'était le confinement dans le pays. Donc il y a eu un petit choc quand même par rapport à ça, parce que de se rendre compte que du jour au lendemain, on pouvait nous interdire de voir des personnes qu'on aime bien. Vous étiez en France là? Oui, oui, oui. Ouais. Et après, quand ils ont commencé avec le vaccin, moi, j'aime pas du tout ce qui est pas naturel. Donc, voilà, vaccin, antibiotiques, tout ça, c'est vraiment en dernier recours. Mon corps ne supporte pas du tout. Donc, à la base, j'aurais jamais accepté la vaccination pour le Covid. Et puis, en plus, c'était un vaccin quand même vraiment différent des autres. Donc, dans ma tête, c'était clair, non. Mais quand le Collège central a commencé à fortement inciter, étant encore persuadée que c'était l'instrument de Jéhovah, je pense que je l'aurais fait. Parce que j'étais persuadée que s'il disait de le faire, ça ne pouvait pas être mauvais pour nous. Mais heureusement, voilà, à la maison, j'en ai un qui ne voulait pas. Donc, il n'y avait aucun intérêt que je me fasse vacciner si lui ne se faisait pas vacciner. Ouais. Là, pour le coup, comme on fait beaucoup de choses ensemble, ça ne servait à rien. Ouais. Donc, comme il ne s'est pas fait vacciner, finalement, je dis, bon, de toute façon, je ne suis pas pour les vaccins à la base. Donc, ne révèle pas mon statut vaccinal. Donc, je ne l'ai pas fait. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, c'est une chance qu'il ne l'ait pas fait et qu'il m'ait incité à ne pas le faire. Alors, en fait, nous, on n'a pas du tout eu de on était dans une assemblée de langue étrangère. Les frères et sœurs de notre assemblée, à l'époque, ont quasiment tous fait le vaccin simplement parce qu'ils voulaient rentrer dans leur pays d'origine. Donc, rien à voir avec les conseils du Collège central, en fait, quasiment. C'est parce qu'ils voulaient pouvoir circuler librement. On n'a pas eu de pression. Ils avaient retenu que j'étais allergique au vaccin, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai des allergies alimentaires, donc ils ont dit qu'il y avait une allergie de plus. Et du coup, en fait, il n'y a pas eu du tout de pression dans l'assemblée dans laquelle on était. D'accord, pas de pression donc dans l'assemblée. Et comment tu as vécu les différentes apparitions des membres du Collège central à partir de juillet 2021 jusqu'à janvier 2022? Comment tu l'as vécu ça? On s'est fait effectivement la réflexion qu'on n'aimait pas les points d'actualité, sans savoir pourquoi. Mais Oui, parce qu'il y avait une pression quand même, hein. Il y avait la pression, il y avait quand même une grosse pression parce que d'abord on le regardait donc chez nous à la télé et après il était passé de nouveau 2 semaines après ou 1 semaine après lors d'une réunion. Donc vraiment c'était oui, voilà du matraquage. Est-ce que tu as vu des personnes changer de point de vue à cette époque-là? Ah oui, par contre, oui. Dans les amis proches, j'ai pas mal d'amis proches qui l'auraient pas fait sans les incitations du Collège central. Ah, mais oui. J'ai une amie qui était prête à le faire pour assister à l'école des pionniers. On a fait l'école des pionniers ensemble. Et finalement, on est la dernière école des pionniers à avoir été sur Zoom. Donc, c'est vrai que j'y avais pensé aussi. Je ne savais pas ce que j'aurais fait si ça avait été une école en vrai, parce que je ne voulais pas la manquer. En fait, moi, depuis le début, les points d'actualité, je me disais, c'est pas
c'est pas normal de se positionner comme ça pour quelque chose, parce que j'étais à jour hein, dans toutes les publications. Je sais l'historique des témoins de Jéhovah, je connais la position normale quand Réveillez-vous disait Réveillez-vous n'encourage aucun traitement en particulier. Je connais toute cette culture-là. Voilà. Et là, je vois, ils ont changé de culture, là. Mais je disais rien au début, j'en parlais pas spécialement. Et puis une fois, 2 fois, 3. Puis au bout d'un moment, je commence quand même à en parler à Marie. Je faisais quand même certaines remarques, tu vois. Je dis, c'est pas normal. Pourquoi Mais je laissais quand même le bénéfice du doute. Est-ce qu'il y a quelque chose que je comprends pas? Est-ce qu'il y a... Je me posais des questions, mais je laisse le bénéfice du doute. Voilà, on va pas juger, sortir la guillotine du premier coup. Hein. Voilà, être raisonnable. Et après, plus c'est monté en puissance et moins je me sentais à l'aise, c'était inacceptable. Et j'ai commencé à faire des recherches. Je pense que c'était fin 2021, peut-être, ouais, par là. J'ai commencé à faire des recherches sérieuses et j'ai découvert le poteau rose. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que le Collège central, est-ce que Jésus lui donnerait le droit d'avoir un certain pourcentage de pertes parmi les brebis? Je peux poser ces questions-là, en fait. Mais oui. Et je me disais, mais non, c'est pas du tout l'idée de Jésus. Jésus, il veut protéger ses brebis. C'est lui qui préfère mourir que ce soit une de ses brebis qui meurt. Et là, j'ai commencé à me dire, mais il y a un vrai problème spirituel de haut niveau. Maintenant, j'étais pas spécialement sur la même longueur d'onde, mais ce qui m'embêtait, c'est que je voyais les implications au niveau de l'organisation. Ça, je voyais. J'ai tout de suite vu, dès le début, j'ai vu les implications que ça avait de partir. Alors, pas que dans le sujet du Covid, hein, dans d'autres sujets aussi. Donc, moi, j'apprécie de discuter. Ça ne me dérange pas du tout que les autres pensent différemment, y compris Yann. Mais c'est par rapport à l'organisation que j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Parce que j'étais encore très attachée à ce moment-là à l'organisation et au fait que le Collège central n'a pas été infaillible, mais j'avais une confiance encore totale, en fait. Voilà, toi le Collège central, c'était Jéhovah, quoi. Ah oui, je pensais sincèrement. Alors, pas Jéhovah. Mais quand on obéissait au Collège central, on obéissait à Jéhovah, quoi. Oui, oui. Tant qu'il ne dit pas quelque chose qui est contraire à ce que Jéhovah dit dans sa parole. Donc ça tu t'étais dit, déjà au cours de ta vie, tu t'étais dit: «Si jamais le Collège central me demande, de faire quelque chose que je veux pas, je désobéirai»? Est-ce que tu t'étais Je dit l'avais ça? peut-être pas formulé, mais oui, bien sûr. Moi, je me suis fait baptiser Ouais. pour Jéhovah, pas pour le Collège central. Voilà. Donc, T'étais pas allé jusqu'au sacrifice humain, quoi. non. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette culpabilité qu'on nous met depuis petit. Si tu contredis le Collège central, attention, Jésus, il va pas être content, c'est ses frères. Donc, c'est plutôt ça qui jouait. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis aussi autorisée à me poser des questions. D'accord. Et à te dire: «Faut pas les suivre». Oui, voilà, je suis arrivée à cette conclusion à la fin, ouais. Il faut pas du tout les suivre, quoi. D'accord. Toi, Yann, aussi, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose? Je sais plus quelle était ta question, mais je pensais à un événement qui peut rejoindre le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de frères en vue, en fait, que ce soit au Collège central ou pas. En fait, frère Splain et sa femme, ils ont visité le Burundi quand on y était. C'était une visite, ce qu'on appelle visite pastorale. Il y a les visites de zone, qui s'appellent visites du membres du siège mondial, et les visites pastorales. Les Bethel ont aussi une visite pastorale, donc il y a un frère du Collège central qui vient. Et il demande, il y a un programme, qui c'est qui veut accueillir le frère et la sœur à leur table. Et du coup, on avait dit, nous, ouais, on veut bien aussi. Et du coup, on a été retenus. Ce qui fait qu'on a eu David Splain et sa femme, j'ai oublié son prénom. Linda, merci. Et on a mangé avec eux. Bon, ça s'est bien passé, tout ça. Et même bien que c'était une visite pastorale, il a dû s'impliquer pour régler certains problèmes plutôt techniques de la filiale. Il y avait la chambre froide de la cuisine qui était en panne depuis un peu longtemps. Et du coup, il a un peu mis son nez dedans pour essayer de faire avancer les choses plus vite. Et donc, j'étais le responsable du service de maintenance Bethel du Burundi. Donc moi,
le frère du comité de la filiale qui s'occupait du service maintenance et David Splay, on a dû régler une situation. Et donc, il me demande, voilà, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de régler la chose. Alors, j'explique ceci, cela, il y a telle procédure, telle chose, donc on a essayé de respecter, communication avec l'Afrique du Sud pour se faire recommander quelle pièce utiliser, tout ça. Et donc, il dit, bah, c'est ridicule. Et je fais, ah, c'est ridicule. Pourtant, on a respecté tout bien, tout ce que, voilà, ceci, cela, toutes les procédures, nickel. Et il dit, c'est ridicule. Ah bon? Donc, du coup, moi, j'ai eu cette expérience de David Splay. Et puis, sur d'autres trucs, durant la semaine aussi, je l'ai observé quand même. Tiens, c'est quel bonhomme, comment ils font? Voilà, et histoire d'apprendre. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, voilà, il voulait prendre une photo avec un département, et puis il n'avait personne pour prendre la photo. Donc, il vient me demander à moi. Il dit, bon, je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour prendre de jolies photos, mais bon, ok. Il me dit, bah, je prends ce que Jéhovah me donne. Bon, voilà, c'est le genre de réponse, c'est comme ça qu'il parle. C'est un peu, tu vois, c'est un peu sécos quand même. Et moi, j'ai jamais eu cette tendance à mettre sur un piédestal. Donc, ce qui fait que, d'une certaine mesure, ça m'a toujours sauvé dans l'esprit et de me dire, le modèle que j'ai, moi, c'est Jésus. Après, les gens, ils ont des responsabilités, ils essayent de gérer leur truc, tant mieux. Mais des fois, on les gère mal. Et j'en ai eu l'expérience dans les Bethel. Il y a des responsables, ils gèrent mal. Ils détruisent des personnes par leur comportement, par leurs décisions et à s'accrocher à leurs privilèges. Voilà. Donc, j'étais conscient de tout ça. Donc, ça m'a détaché d'une vénération de ces hommes. Donc, vous avez pris la décision de partir. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Là, c'est institutionnel. Il y a une responsabilité institutionnelle. Et à partir du moment où ça, je l'ai intégré, c'était fini. C'est fini parce que j'ai recherché les anciennes publications pour connaître l'histoire de notre organisation, l'histoire des dates qui changent, l'histoire des publications qui changent. Bon, voilà, après, voilà, c'est fini là. Maintenant que j'ai vu que c'est institutionnel, la responsabilité, bon, bah. Parce qu'on avait envoyé, effectivement, au Collège central des courriers de convocation pendant le mois de mai, oui, c'est ça, fin avril, avril, début mai, de convocation à chaque membre du Collège central pour les péchés qu'ils ont commis pendant la pandémie. Et donc, au lieu de répondre directement, ils répondent par l'intermédiaire administrative, à travers l'administration Watchtower, complètement de manière indirecte, ce qui n'est pas une bonne manière de communiquer. Bref, et donc ça arrive, et voilà, je vois, bah ça y est, ils ont chargé 2 coups dans le fusil, là. Et du coup, bah, j'ai fait rideau, on ferme le rideau, on a envoyé nos courriers comme quoi, vous n'utilisez plus nos données personnelles. Donc le lendemain, j'ai envoyé ça. Et ils ont quand même essayé de faire pression pour essayer de se rencontrer. Moi, j'ai dit au responsable de circonscription, je veux bien parler, mais je viens avec quelqu'un qui puisse être témoin oculaire de ce que je vais dire. Et en fait, ils ne le souhaitent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait des témoins extérieurs à eux, c'est-à-dire le responsable de circonscription et un ancien qu'il a choisi, parce qu'ils ont peur que leur manière de juger soit dévoilée au grand jour et qu'on puisse dire « vous pratiquez l'injustice ». Parce que c'est exactement ça qu'ils font. Ils pratiquent l'injustice. Donc voilà, donc ça a été notre dernière réunion. Et avant, qu'est-ce qui fait que ça a fini de m'éveiller? J'ai fait beaucoup de recherches dans différents domaines, même des domaines scientifiques. Je me suis rendu compte que aussi bien religieusement que scientifiquement, on nous trompe des deux côtés. Certains ont un habit noir, d'autres ont un habit blanc, mais c'est kiff bourricot. Donc il faut qu'on fasse nos propres recherches, qu'on s'associe avec des âmes sincères qui essayent de faire la même chose et essayer de s'entraider dans un bon esprit. Donc j'ai compris ça il y a déjà 2 ans, et petit à petit les choses sont venues, et dans mes recherches, je suis tombé, je ne sais plus trop comment, sur la lettre ouverte au Collège central de Lucas 17:10, qui est merveilleusement bien étayée, construite, et intellectuellement et spirituellement aussi, c'est une vraie force. Tout le monde devrait lire ça, parce que très poliment et posément, il met les frères du Collège central qui ont incité qui ont promu la vaccination Covid face à leurs responsabilités. C'est très bien ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire un comité de discipline religieuse
actuellement appelé comité d'anciens ou en anglais comité judiciaire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ben, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que déjà, comme je t'ai dit, je ne plaçais pas mentalement ou même spirituellement sur un piédestal aucun homme, en fait, quelle que soit sa responsabilité. Donc, s'il y a une procédure qui a été construite par l'organisation avec laquelle on fonctionne, eh ben, utilisons-la pour chacun de ses membres. On n'a pas à faire de différence, de favoritisme ou de laisser des passe-droits à certains. Non, et on n'a pas à faire ça. Donc, déjà en lisant le courrier de Lucas 1710, après il y a eu aussi, je suis tombé très rapidement sur la chaîne YouTube de Abdias, qui parlait de faire un comité, et puis Abdias à un moment a cité Ghislain, et parallèlement à ça, bizarrement, j'ai eu un écho d'un ami qui est dans l'assemblée de ton frère, qui m'a parlé aussi de Ghislain, et ça s'est fait dans la même semaine quasiment. Et je me dis, tiens, mais c'est qui ce Ghislain? Et puis je suis tombé sur ta chaîne, et à ce moment-là, tu étais en train de construire tes vidéos pour appeler, porter plainte contre le collège central et tout ça, contre les témoins de Jéhovah. J'ai fait, ah ouais, c'est bien, il est hardi, lui, en plus, il monte sa tête. Je me suis dit, ah, c'est parce qu'il a une barbe, on ne peut pas le reconnaître peut-être, et un chapeau. Ouais. Mais bon, voilà, blague à part, je me suis dit, bah, c'est bien, c'est courageux, il y en a qui s'expriment. Et finalement, bah, les choses se sont combinées très rapidement. Et je me suis dit, bah oui, un comité d'anciens, c'est un comité de discipline religieuse ou comité judiciaire, peu importe le nom, ils ont besoin de ça, en fait. Et je pensais encore que les choses peuvent être réformables. Mmh. Mais allez voir réagir au courrier de convocation que j'ai envoyé, j'ai fait, ah ben c'est bon, j'ai Mmh. compris. En Oui. fait, ils utilisent une force administrative avec leur rouleau compresseur pour venir écraser les individus qui réclameraient Rebelle. justice. Pas Mmh. rebelles, qui réclameraient justice. Ouais. C'est pas la même chose. Qu'est-ce Oui. qu'on réclame? Nous, on réclame justice. On n'est pas Mmh. rebelles. Rebelles, c'est par rapport aux instructions de Jésus. C'est pas par Mmh. rapport aux instructions des hommes qui sont corruptibles. Donc, on réclame la justice et la vérité. Donc, voilà. Et donc, ils méritent ce qu'on a fait, en fait. Ça me paraissait naturel. Et j'étais même Et étonné qu'il n'y ait pas plus d'anciens qui se manifestent. et Parce oui, que c'est j'ai vrai. entendu beaucoup même des anciens qui disaient des choses, qui pensaient des choses, mais en Oui, cachette, comme oui, Nicodème. oui, tout à fait, ouais, c'est sûr, hein. Et toi, Marie, donc quand, Yann a pris cette décision-là, ça t'a pas fait peur? Bon, c'est pareil, hein, je voyais l'implication que ça allait avoir, surtout par rapport à l'organisation. Parce qu'après, s'il le fait enfin, je me dis: «S'il le fait, il y a une raison, il est ancien, il connaît bien le truc». Il y a pas de raison que les membres du collège central puissent pas avoir un comité simplement parce qu'ils sont au collège central. C'est juste des frères, hein, oui, certes, je pensais qu'ils avaient un rôle, particulier, mais ça reste des frères. Jésus, il a dit: «On est tous frères». Donc je voyais pas après c'était vraiment l'implication par rapport à l'assemblée et par rapport aux amis proches aussi qu'on avait à l'époque. Donc c'est plutôt Oui, ça. Après, d'accord. liberté d'expression, hein. Sinon, tu étais OK, quoi? Ça te paraissait normal de faire un comité pour, les membres du collège central, quoi? Bah, disons que j'ai trouvé ça bien parce que justement, on les prend pas comme un clergé. Mmh. S'il y a quelque chose à leur reprocher, on ils doivent être pris comme des frères et puis, ce qui est bien aussi, c'est le fait que ce comité, il les met face aux règles qu'eux-mêmes ils imposent à tous les autres frères, et sœurs de la communauté. Et Donc oui. ça, dans ce sens-là, je trouvais ça très bien parce qu'il y a pas de raison, ils sont pas au-dessus. Mmh Enfin, mh. ils devraient pas l'être en tout cas. Comment ça s'est passé alors? Comment ça se passe au niveau de la famille? Donc au final, ma petite sœur, avec qui on est très enfin je suis très différente, mais l'organisation nous avait fini de nous séparer Ah oui. Mmh mh. et bah, finalement elle a très bien pris la nouvelle avec son compagnon. Oui. Donc ça a été vraiment une en fait, ils nous ont beaucoup soutenus en fait, enfin particulièrement moi
parce qu'ils l'ont très bien pris, ils sont très contents, ils auraient fait la fête à cette nouvelle-là. Ça a été les retrouvailles alors? Ah carrément, on les a vus, Avec ta sœur? on vient de les voir et de rencontrer son compagnon pour de vrai à Paris, là, la semaine Mmh. dernière. D'accord. Mes parents, je leur en ai pas parlé ouvertement Mmh. parce que, j'ai plus envie que la Watchtower, dirige ma vie. Mmh. Donc enfin, mes relations avec mes parents, de mon côté, je ne veux pas qu'ils soient conditionnés à ça. Mmh. Maintenant, on verra, ils ont accès au statut de Yann, donc et D'accord. avec les amis, par contre, ça a été plus dur avec les amis Oui. parce que les amis, là, pour le coup, j'étais proche d'eux. Mais bon, après, en fait, ils ont véhiculé la manipulation de l'organisation, ça Mmh. c'est alors que c'est des personnes qui ne manipulent pas, on se connaît très bien, je sais très bien. Mmh. C'est des personnes, on s'apprécie mutuellement beaucoup pour, l'authenticité, la sincérité qu'on a, l'un envers l'autre en général, enfin l'une envers l'autre. Mais dans ce cadre-là, bah, le fait que j'ai expliqué alors qu'à l'époque, j'ai expliqué que mes doutes, hein. Mais j'ai fait attention au vocabulaire que j'ai choisi et cetera. Mais malgré ça, clairement, j'ai senti qu'ils véhiculaient la manipulation à leur insu pour que je rentre dans le rang. Donc finalement, bah, si un jour ils sortent, tant mieux, on se retrouvera, j'en suis sûre. Mais s'ils sortent pas et qu'ils sont pas plus ouverts d'esprit pour le moment par rapport à notre choix, en fait, on n'a plus grand chose à se dire, hein, donc Ouais, d'accord. c'est comme ça. Donc, Yann, toi, de ton côté, tu as perdu des éléments de ta famille, des amis? Bon, des amis, tu en as parlé un peu, donc, comment ça s'est passé? Bah, ça se passe bien. Disons que je suis pas naïf. Je sais très bien comment fonctionne le mental d'un témoin de Jéhovah. Je sais le petit vélo qui est dans sa tête. Et donc, en allant à fond, tête dans le guidon, dans la direction que je prenais, je savais qu'il n'y aurait même pas de passage à vide au niveau de relations sociales, connaissances et tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pertes. Oui, il y a des pertes. Il y a des amis de longue date qui, bah, voilà, maintenant c'est silence radio, ils ne veulent plus me parler parce qu'ils restent à suivre des hommes et ils ne suivent pas des principes directeurs, ils suivent des hommes, clairement. Et ils refusent d'aller examiner des informations qui sont utiles à tous pour prendre des décisions éclairées. Mmh. Et en fait, il se trouve dans une position intellectuelle qui est, comment dire, qui est basée sur du sable au final. Mais il refuse d'aller examiner d'autres choses qui n'a pas été rendu cachère ou halal par la Watchtower. Mmh. En fait, c'est insensé. Parce qu'en même temps, on critique les autres groupements religieux sur différentes choses, leur façon de réfléchir ou de se positionner sur certaines doctrines. Et en fait, on produit exactement la même chose. Donc, cet esprit-là, de se sentir supérieur, je ne l'accepte pas. On doit rester ouvert à chacun. Donc, si je perds des amis, je veux bien les perdre pour cette raison-là. Et c'est ça que je me suis dit, parce que quelqu'un qui reste mordicus sur des choses alors que clairement ça fait du mal et c'est stupide, quel intérêt à rester ami avec ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter spirituellement? Est-ce que moralement elles vont m'aider à grandir, à évoluer? Non, je pense pas. Vaut mieux que j'essaie de renouveler mon carnet de connaissances vers des gens qui ont du respect, qui savent écouter des points de vue différents et divergents. Même s'ils ne sont pas d'accord, ça les fait réfléchir et ils arrivent à trouver des points communs et à savoir s'entendre. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je trouve, enfin, que je recherche et que je trouve. Donc voilà, il y a toujours une certaine tristesse de perdre des amis de longue date, mais ça, tout le monde n'est pas non plus infidèle. Certains se distancent un petit peu, mais quand même, ils acceptent de réfléchir sur certaines choses. Après, au niveau de ma famille, donc ma maman est décédée. Mon papa donc, est toujours vivant et ça y est, il commence
la lumière commence à s'allumer là, de partout. C'est lui qui a amené la Watchtower dans la famille, hein, donc il se sent vraiment trompé Ah oui. sur beaucoup de choses. Lui, c'est ce qu'il a alerté en premier lieu, c'est la question de la pédophilie, Mmh. forcément. Mon frère, je lui ai un petit peu... il n'a pas du tout la même personnalité que moi, mais je lui ai quand même expliqué les choses clairement. Voilà, maintenant à lui de faire plus de recherches ou pas, mais il sait ce que je pense, mais il y a toujours du respect quand même. Maintenant, j'arrête de... Voilà, je veux pas être lourd. Je lui ai parlé, j'en dis pas plus sur le sujet, mais on se côtoie toujours pour les relations de travail et voilà, familiales, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ma sœur et le beauf, ils sont toujours bien impliqués théocratiquement. Le beauf, il travaille pour le Bethel de France, service informatique, si ça n'a pas changé. Donc, il est bien impliqué. Donc, j'imagine que là, avec tout ce qui se passe, il doit avoir des retours pas toujours positifs. Enfin, ils doivent sentir une certaine, comment dire, des nuages autour d'eux. Donc là, on ne se parle pas trop en ce moment, mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont fait beaucoup pour maman quand elle était sur ses dernières phases de vie. Ils ont de belles qualités humaines et spirituelles. Maintenant, le casque Watchtower peut prendre un certain temps à se diluer, mais j'ai confiance en eux. Donc je les laisse tranquilles, je ne veux pas trop les bousculer, mais s'il y a des choses à régler au niveau familial, ils sauront faire la part des choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, du côté des familles un peu plus lointaines, il y en a qui sont encore témoins de Jéhovah, mais ils sont plutôt, ils sont pas très actifs, on va dire. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord, très bien. Alors maintenant, que vous vous êtes débarrassé de ce système oppresseur, de cette, religion à fort contrôle, comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous avez une certaine spiritualité? Comment vous voyez les choses alors? Marie Bah, c'est peut-être, sûr, c'est une vraie liberté, hein, ça c'est clair. donc vous êtes heureux, Et vous êtes libre? ah oui, quand même. Ça, enfin, en fait, on s'est rendu compte après coup maintenant que être témoin de Jéhovah nous a apporté des choses, peut-être un éveil spirituel, peut-être ça a apporté des choses. De toute façon, ça fait partie de notre vie et de notre culture. On a grandi dedans, donc c'est notre culture, c'est comme ça. Il y a du bon, du mauvais. Mais on se sentait asphyxié spirituellement depuis un moment. Et aussi asphyxié toujours par le sentiment de culpabilité de devoir en faire plus, finalement d'un Dieu qui attend qu'on achète notre salut aussi, hein. Par le nombre d'heures de prédication, c'est le nombre d'assistances aux réunions, le nombre de réponses à la salle. Mmh. Donc c'est une vraie libération. Par contre, après, c'est vrai que quand on s'est senti manipulé ou qu'on nous a menti, bah du coup, dans tout ce qu'on a appris, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies. Et donc, pour faire la part des choses, j'ai remis à plat toutes mes croyances, mais vraiment toutes. Et comme on a voyagé en plus, je me concentre pas uniquement sur les chrétiens et la Bible, parce que finalement, il y a un monde entier autour de nous quand même. Oui. Mmh. Voilà. Donc actuellement, je pense que j'ai une overdose quand même des écrits, parce Mmh. que finalement, j'ai l'impression que dans les écrits, la main humaine, elle est quasiment impossible à enlever. Mmh. Donc je me tourne davantage je m'approche de mon créateur par la nature, l'apprentissage des plantes. Voilà, je suis beaucoup plus maintenant à ce niveau-là. Les écrits, je pense que peut-être plus tard, je referai des Mmh. recherches, mais là pour Mmh. l'instant, Oui, petite oui. overdose. Ouais, tout à fait, ouais, je comprends, ouais. Mmh. Et Yann, toi, question spiritualité, qu'est-ce que si tu as un mot à dire? Ben, moi, déjà, avant de me faire baptiser, j'avais lu déjà la Bible 2 fois. Mmh mh. Et après m'être fait baptiser, j'ai dû la lire 4 ou 5 fois. Mmh. Et en la lisant, je l'ai lu une fois en langue roumaine aussi, et une fois en anglais. Enfin, d'abord en anglais, puis plus tard en langue roumaine. Alors, c'était à chaque fois dans la traduction du Monde Nouveau, en fonction des versions, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, le fait de lire plusieurs fois la Bible et aussi dans des langues différentes, ça te permet de démasquer les illogismes doctrinaux qu'on t'enseigne.
Parce que des fois, il y a des choses qui ne cadrent pas entre ce que l'Écriture dit et ce qu'on enseigne ou ce qu'on fabrique des écrits. Donc ça, j'ai toujours eu certains reculs. Je voyais très bien qu'aujourd'hui on dit ça, même hier on disait autre chose, et demain on dira encore autre chose. Donc je ne considérais pas ces choses-là comme étant la vérité. Voilà. Donc déjà, j'avais ce recul-là au niveau compréhension des Écritures. Maintenant, évidemment, je me suis toujours posé certaines questions sur le canon biblique. Ça a toujours été des questions. Voilà. Donc dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont une valeur inestimable, clairement. La personnalité de Jésus-Christ en particulier, comment elle est dépeinte dans les évangiles, c'est quelque chose de merveilleux. Les exemples qu'il prend, un enseignement très puissant et très fort. Donc aujourd'hui, pour moi, Jésus reste un modèle d'homme, un modèle d'humanité. Et quelqu'un qui tend à imiter ce modèle qui est présenté dans les évangiles, dans les Écritures, ne peut pas mal faire. Ne pourra jamais mal faire. Quelqu'un qui prétend suivre le Christ, mais qui fait du mal, en fait, il a rien compris à l'Évangile. Maintenant, évidemment, la main de l'homme est lourde sur les écrits. Je me suis rendu compte, par exemple, pour prendre un exemple, les chrétiens, en fait, devraient utiliser les Écritures, enfin la Septante. Devraient utiliser la Septante parce que les premiers chrétiens utilisaient la Septante. Et aujourd'hui, on n'utilise pas la Septante, on utilise le texte massorétique, qui est un texte du 8 ou 9e siècle de notre ère, qui a forcément été retouché par les Juifs, parce que Jésus, il ne s'y intéressait pas, et il y a des preuves pour ça. Et en s'intéressant à la Septante, on se rend compte que la chronologie des patriarches du temps entre Adam et jusqu'au fils de Noé, au petit-fils de Noé, on se rend compte que la chronologie est différente. Et cette chronologie-là, on peut lui rajouter, alors je ne sais plus exactement dans les détails, mais peut-être 800, 1000 ans. 800 ou 1000 ans. Ah, tiens, ça pose des questions, ça. Donc, comment on va annoncer des dates comme 1975, les 6000 ans de la fin des 6000 ans d'histoire humaine, mais on n'a pas considéré la solidité de la Septante. Or, c'est la Septante que les premiers chrétiens utilisaient. Et donc là, on commence à ouvrir un terrier, là, et on n'a pas fini, quoi. Donc, je me suis dit, effectivement, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Maintenant, je reste quand même bien attaché à la personne de Jésus, voilà, parce que c'est un modèle. Mais je suis très conscient que des personnalités qui sont décrites comme Bouddha, comme Confucius, comme Lao Tse, ou d'autres ont apporté une contribution spirituelle qui est très très forte et qu'on connaît mal dans nos sociétés occidentales. Voilà. Donc voilà, j'en suis là. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je crois que beaucoup prendront plaisir à vous écouter, à vous suivre. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, et que cette expérience, un peu comme vous l'avez dit, au sein de cette religion à fort contrôle, vous aide, vous serve désormais, peut-être pour mieux détecter aussi les manipulations et pour aider les autres à s'en sortir aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez parler de votre expérience dans un groupe à fort contrôle. Vous pouvez aussi contacter Yann sur sa chaîne, qui est La Grosse Bertha. Vous avez les liens dans la description. À bientôt. À bientôt.